Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à WhatsApp Caribbean. Ce soir, nous serons en compagnie d'un homme d'affaires haïtien très connu qui a réussi, un homme brillant et qui est également écrivain. Il s'agit de Daniel Gérard Rouzier, qui a déjà écrit 4 livres et qui nous présente son dernier livre, Mémoire d'un fou. Alors, on se pose beaucoup de questions. Qui est-ce qui moun fou ça? De quoi parle ce livre? Pourquoi cette inspiration? Si on peut expliquer l'inspiration, voilà. Et je me pile question pour Daniel Assoya. Alors, ce que je sais, ce que l'auteur m'a déjà dit, c'est que dans ce livre, il nous parle de l'histoire d'Haïti. Histoire d'Haïti depuis que Christophe Colomb est débarqué jusqu'à nos jours. Alors, qui gens que parler de tout ça? Ça m'entendait tout, d'après ça m'indim, c'est que à travers ce livre, nous gagnons des informations que nous-mêmes, gros public haïtien en général, si nous pas fait des recherches spécifiques, gagnons des informations que peut-être nous pas connaissons sous héros nationaux nous. Alors le livre est en français, mais très bientôt va gagner en anglais et en créole. Et en attendant, j'ai pile question pour Daniel, pour l'expliquer. Qui est ce fou, hein, avec ce livre Mémoire d'un fou? Libral Banou, en pile explication, en pile question pour lui. Je vous retrouve dans quelques minutes. Comme annoncé, mesdames et messieurs, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'homme d'affaires, l'écrivain Daniel Rouzier, quelqu'un de très solide qui va nous parler de son dernier livre. Bonsoir Daniel. Bonsoir Elisabeth, merci de me recevoir à LNTV. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir cette conversation avec toi. J'espère que c'est la première d'une série d'interviews parce que tu as beaucoup de choses à dire. Ben oui, je ne sais pas si les gens veulent entendre tout ce que j'ai à dire, mais j'ai certainement beaucoup à dire. Mais tu sais, il y a toujours des gens qui ne seront pas contents d'entendre et d'autres qui seront ravis et que tu vas aider. Donc il faut toujours dire, jusqu'à la fin. Merci. Alors Daniel, même si je connais la réponse, mais j'aimerais que tu te présentes à notre public. Ben, je m'appelle Daniel Gérard Rouzier, je viens d'Haïti, je vis en Haïti, j'ai fait mes études classiques à Saint-Louis-Gonzague, je suis ensuite parti où j'ai fait des études d'abord en Floride à l'université de South Florida à Tampa, ensuite je suis allé à Georgetown, j'ai fait une maîtrise, à Dartmouth j'ai fait une autre maîtrise et je suis rentré ensuite, enfin j'ai travaillé un peu, j'ai roulé ma bosse à Washington pendant un moment et puis je suis rentré en Haïti. J'ai travaillé pour le ministère des Finances pendant 2 ans pour remettre, parce que c'était une bourse que j'avais obtenue pour pouvoir partir et faire mes études. Donc j'ai remis ce temps à l'État et après 2 ou 3 coups d'État, j'ai décidé d'aller faire ce qui me plaisait vraiment, qui était l'entrepreneuriat. Donc j'ai travaillé d'abord avec mon frère et mon beau-frère et puis ensuite je me suis lancé dans quelque chose d'autre avec mon jeune frère Fabrice. Et on a construit ensemble une concession de véhicules qui va bientôt avoir 30 ans, enfin qui devrait avoir 30 ans. Et on a aussi investi, on a gagné un appel d'offres et on a construit une usine électrique qui fournit environ 20% de l'électricité à Port-au-Prince.
J'ai passé plus ou moins 26 ans comme président du conseil d'administration de Food for the Poor, donc c'est à peu près ça. Alors d'abord, toutes mes sympathies pour Sun Auto. Nous avons eu cette nouvelle très triste. Et aussi, je voudrais faire un autre commentaire, c'est que jusqu'à présent, quand je regarde, je dis, mon Dieu, voilà le Premier ministre qu'on aurait pu avoir. Et voilà, et malheureusement, ce n'a pas été le cas. C'est comme quoi nous repoussons la qualité chez nous. Est-ce que tu voudrais avoir un commentaire à ce sujet? Non, pas vraiment. Mais j'en étais sûre. Mais on ne sait jamais. Est-ce que tu as toujours beaucoup d'espoir pour Haïti? Oui, mais cet espoir doit tenir compte d'un changement d'attitude, d'un changement de cœur, d'un changement de façon de faire. On peut être triste, attristé de ce qu'est devenu le pays, mais on ne peut pas être surpris. Je crois qu'on est en train de récolter ce que l'on a semé. Et c'est d'ailleurs l'objet de ce roman. Dont on va parler dans un moment. On va parler dans un moment où finalement, je ne suis pas étonné. Je suis surpris. En réalité, je croyais que les résultats allaient être pires que ce que l'on a. Que ce que l'on a actuellement? Actuellement, oui. Qu'est-ce qui pourrait être pire, Daniel? Nous avons 90 000 membres de gangs dans un pays où le gouvernement est dirigé par les gangs, enfin c'est l'impression que nous avons. Qu'est-ce qui pourrait être pire que cela? Je ne crois pas que le gouvernement soit dirigé par les gangs, ça aurait été pire. Je crois plutôt qu'il y a encore des îlots de prospérité. Le Cap, par exemple, fonctionne toujours. Jérémy et les cailles sont esselés, mais ils arrivent à fonctionner. Donc je croyais que ça allait, que cette dictature des gangs allait s'étendre et contrôler tout le pays. Maintenant, il est encore temps, il y a toujours moyen de faire quelque chose d'autre, mais on ne peut pas s'entêter à nier la misère ambiante, s'entêter à croire qu'il est possible d'avoir deux bulles qui fonctionnent dans le pays complètement indépendantes l'une de l'autre. On ne peut pas semer l'égoïsme et s'attendre à quelque chose d'autre que ce que nous avons aujourd'hui. Très bien dit, mais je voudrais continuer quelques minutes. Mon but était de parler du livre d'abord, mais un peu de politique, ça fait toujours du bien, surtout venant d'un homme qui vit en Haïti. Et pourquoi ces gangs ne se sont pas étendus jusque dans les provinces, au Cap, à Jacmel, etc.? Je peux donner mon impression, mais pas une explication. Absolument. Parce que je n'ai pas les données qui me permettraient de donner des faits ex cathedra, mais je crois qu'ils se sont défendus dans le sud. Il y a un commissaire du gouvernement Muscadin qui semble être déterminé à se battre contre eux. Il y a aussi le fait que, tu disais tout à l'heure, la grande majorité de la richesse est concentrée dans le département de l'Ouest et dans le département de la Tibonite, et c'est là que vraiment Nègre a voulu monter. Mais je crois que dans le Nord, ils se défendent aussi. Ah, c'est ça. Et donc, il y a espoir. Comment tu expliques qu'avec cette mission du Kenya en Haïti et avec tout ce qu'on entend, rien n'a encore été résolu? On ne sent pas les progrès, les gangs sont toujours sur les réseaux sociaux à parler de leur richesse, de leur bonheur, de leur pouvoir. Et là, c'est très troublant pour n'importe qui regarde ces vidéos-là. Je crois que le problème a été mal défini et donc que la solution n'est pas appropriée. Je crois que le problème est essentiellement un problème à ce stade militaire, et de faire venir des policiers a été une solution de facilité pour permettre qu'il y ait un vote favorable au Conseil de sécurité des Nations Unies, et ceci a donné le résultat, enfin, le manque de résultats que l'on voit maintenant. Donc tu t'y attendais? Je ne suis pas surpris. Okay. Et je crois aussi qu'il y a des questions que nous sommes tous en droit de nous poser. Les Américains, par exemple, avaient fait un vetting dans la police et avaient trouvé environ 2 milliers de policiers qui étaient, d'après eux, plus ou moins propres. Et il se trouve que la grande majorité de ces 2000 policiers ont trouvé des visas dans le programme de Biden. Et voilà qu'on sont tous partis. 2000 policiers kenyans. Mais est-ce que l'argent qui a été investi chez les Kenyans n'aurait pas été mieux investi dans une structuration non seulement de la police elle-même,
de l'armée, puisque nous avons été une armée avant d'être un pays. C'est un pays, donc, à mon sens, qui ne peut pas fonctionner sans armée. Maintenant, est-ce que l'armée d'Haïti, telle qu'elle existait, les FADH, n'ont pas commis des erreurs énormes, n'ont pas... C'est pour ça qu'on a des réformes. C'est pour ça qu'on a des réformes. C'est pour ça qu'on restructure. Mais le fait d'avoir complètement détruit l'armée, le fait d'avoir permis à 2000 policiers qui étaient apparemment corrects de partir, nous a amené à cette déculottée aujourd'hui. Et donc, sans surprise, il n'y a pas de résultat. Mais cet argent aurait été investi dans la police, dans l'armée et dans un système de justice, parce qu'il y a un problème certain d'impunité dans le pays. Mais ceci depuis très longtemps quand même, ça n'a pas commencé hier. Si nous remontons dans l'histoire, c'est presque une tradition. C'est malheureusement Enfin, je ne voudrais pas trop rester dessus. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas étonnant que nous soyons encore là parce que nous répétons les mêmes erreurs. Donc oui, il y a toujours eu un problème d'impunité, mais qui n'a jamais été ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Je ne crois pas que l'État... Ça a empiré, évidemment. Nora Alexis avait bien fait le procès de la consolidation. Il y avait des gens qui avaient été condamnés même par contumace. C'est vrai qu'ils sont devenus, certains d'entre eux, présidents du pays. Mais tous ceux qui sont devenus présidents du pays après avoir été jugés coupables d'avoir pillé l'État ont connu des morts terribles. Il y a Tancred Auguste qui est mort empoisonné, il y a Philbon Guillaume Sam qui a été roué. Enfin bref, on ne va pas... On va pas s'étendre sur la liste. On ne va pas passer de temps sur ce qui s'est passé en 1915, mais... Mais c'est important, le passé nous permet de comprendre le présent aussi. Oui, absolument. Je ne voudrais pas seulement rester sur... Non, ne t'en fais pas. Alors si tu étais Premier ministre actuellement, oh, il n'est pas content de la question, je sais Daniel, je sais, mais tu sais que je dois poser ces questions. Si tu étais Premier ministre actuellement, qu'est-ce que tu ferais pour le pays? Qu'est-ce que tu penses? Quelle serait la solution d'après toi? L'armée, nous avons déjà une partie de ta réponse, il faudrait réformer l'armée, investir dans l'armée, parce que nos policiers, je pense que notre armée, nous avons assez de gens valables, capables de régler un problème de gang en Haïti. Oui. La prémisse de la réponse me dérange un peu. Je ne pense pas que... Enfin, sincèrement, je ne suis certainement pas intéressé à... On t'offrirait maintenant une position? Non, merci. Je l'avais accepté à l'époque parce que j'étais... Enfin bref, je croyais encore dans certains rêves, mais c'est un... Tu n'y crois plus, mais c'est grave, là. Non, c'est pas que je n'y crois pas. Je crois sincèrement qu'il faut des gens compétents à la tête de l'État. Je crois qu'il faut avoir la vocation du service public pour devenir chef d'État ou ministre ou directeur général. Il faut avoir une culture politique, il faut avoir un parti politique derrière soi, il faut avoir cette capacité de créer des coalitions. Je ne suis pas certain que je l'ai, sincèrement. Quelle grande humilité! Est-ce que j'ai des idées arrêtées, j'ai des convictions arrêtées? Oui, je crois qu'il faut certainement d'abord, et ça va te paraître peut-être paradoxal, mais il faut apprendre à l'haïtien à s'aimer, à avoir une juste estime de soi, d'abord et avant tout. Il faut que nous aimions tête nous. Oui, c'est clair. Si nous ne parlons tête nous, il est difficile pour nous venir aimer monde. Et le pays a vraiment un déficit d'amour. Maintenant, lorsque je dis déficit d'amour, je ne parle pas de l'amour érotique. Ah, j'aime bien. Bon, on a compris quand même. De l'amour agapé. C'est ça. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. La capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre sa détresse, de comprendre sa misère, et d'essayer d'aller au bas de la pyramide maintenant et de créer des opportunités. Parce que c'est possible de créer des opportunités. Le pays est richissime en termes de culture, en termes de climat, en termes même d'agriculture. Nous ne plantons plus. Mais il est possible pour Haïti de recommencer une politique agricole, de redéfinir ses priorités, d'investir dans l'agriculture, d'investir dans l'agro-industrie, dans les chaînes qui vont ajouter de la valeur à ce que nous faisons. Il est absolument primordial de remettre sur pied un système équitable de justice où nous sommes tous égaux devant la loi. Et tout à l'heure, on parlait de la réforme de la police, de l'armée, tout ça.
il y a toute une série d'actions qui peuvent être prises. Tout est à faire. Si nous écoutons ta liste, tout est à refaire, disons, ou à faire parfois dans certains cas. Oui, mais avec tout ce que l'on a de richesse interne, pour commencer, avec tout ce que l'on a de ressources humaines compétentes en dehors du pays. Parce que quand même, le programme Biden et tous les autres semblables nous ont complètement drainés de ce que nous avions comme cerveau. Donc il faut créer des opportunités et un climat où les enfants d'Haïti qui sont à l'extérieur se sentent bienvenus chez eux et recommencent à investir et que ces investissements soient garantis devant la loi, que ce n'est pas un passeport qui pour commencer n'importe qui bagaille. Donc il y a moyen, encore une fois, de reconstruire autrement. Mais il faut un changement de cœur, il faut un changement de mentalité, il faut retourner à des valeurs que nous avons perdues. Et tu penses que ça peut se faire en combien de temps, ce retour? Parce que nous avons toute une génération perdue, si tu y penses bien. Parce que ces 30 dernières années, qu'est-ce que nous avons eu? Qu'est-ce que les jeunes ont vu? C'était de la violence, boulécaille, et c'est monde qui pille mal, qui a plus l'argent, qui n'a droit qu'à mener, qui arrive loin. Alors, quand vous avez ça comme modèle, est-ce que tu penses que nous verrons cette génération qui apprendra à s'aimer, puisque celle qui est là n'a rien reçu. Donc si elle n'a rien reçu, elle ne peut rien donner, à part les privilégiés évidemment. Tu penses que tout ce que tu dis serait possible dans les 30-40 années à venir? Écoute, quand on n'a pas encore commencé? Tout est possible, hein. Tout est possible. Ouais. Il est possible aussi que le pays disparaisse, parce que les pays disparaissent. Donc si on continue comme ça... Le pays ne meurt jamais, avait dit ce grand philosophe. Mais ce n'est pas... Mais ses habitants peuvent mourir. Justement, te rappelles-tu de Spartacus? À quel moment? Spartacus était un esclave. Ouais, révolté, qui a fait de grandes choses, etc. Et tu sais d'où il venait? Il venait de Thrace. Tu sais où ça se trouve, la Thrace? Ouais. Personne n'a de Thrace. De la Thrace. Thrace. Le langage ne se parle plus. Les Thraces, les Thracites, les Thraciens... Ah, c'est vrai, ça c'est un bon exemple. Ont complètement disparu. Ça c'est un bon exemple. Et les pays disparaissent lorsqu'ils ne sont plus gérés correctement. Et tu penses que ça pourrait arriver à Haïti? Écoute, si nous continuons comme ça, absolument. Cependant, il est encore temps pour Haïti de se ressaisir. Il est encore temps pour nous de changer de manière d'être, de manière de faire. Il est possible de retourner à des liens de solidarité, mais tout ceci se reconstruit. Et donc, est-ce qu'il est possible de le faire? Oui, mais il faut des gens qui soient décidés à le faire, pas seulement ceux qui parlent. Et formés. Mais pas seulement formés, mais convaincus. Convaincus. Daniel, nous allons observer une pause publicitaire, nous te revenons dans quelques minutes. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que notre invité ce soir est l'homme d'affaires, l'écrivain Daniel Rouzier, qui vit en Haïti et qui s'est présenté tout à l'heure. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a oublié de dire une chose très importante, c'est qu'il est mon cousin. J'ai trouvé ça très bizarre que tu n'aies pas mentionné ça. C'est une blague, hein, c'est vraiment mon cousin. Et Daniel, je suis très fière de toi. Merci. Et je vais aborder un dernier sujet douloureux avec toi. Je te promets qu'après, on parle de ton livre. On a beaucoup de temps d'ailleurs. Son auto. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que c'est une conséquence de l'état du pays ou tu étais visé, vous étiez visé à son auto? C'est quoi ta lecture de ces faits? Honnêtement, je ne me pose pas trop de questions. Comment tu fais là? J'aimerais pouvoir ne pas me poser des questions moi aussi. C'est quoi ta technique? La technique, c'est que en réalité, j'ai la foi. Mais je l'ai aussi, mais je me pose la question quand même. Je me pose des questions, mais écoute, le bon Dieu a donné, le bon Dieu a permis que ceci soit repris, gloire à son nom.
est-ce que ça a fait mal? Bien sûr que ça a fait mal. Mais par la grâce de Dieu, nous continuons à travailler autre part. Nous avions déjà une autre succursale qui est bien sûr beaucoup plus petite. Donc nous allons recommencer à bâtir patiemment. À rebâtir là où vous étiez? Ben, écoute, si jamais on peut y retourner, parce que jusqu'ici, la commune de tabac est livrée elle-même. Mais c'est une conversation pour une autre fois. Oui, c'est sûr. Mais je voulais quand même savoir si c'était, si d'après toi, c'était visé, vous étiez visé, ou si c'était tout simplement le résultat de l'état du pays, tout simplement. C'est ce que je voulais savoir. Tu n'as pas cette réponse. Je n'ai pas cette réponse. Et tu ne la cherches pas non plus. Je ne la cherche pas. Elle viendra toute seule. J'aime ta sagesse, j'aime ta sérénité. C'est beaucoup de sérénité, ça, de pouvoir ne pas se poser les questions, à savoir si vous étiez visé ou si c'est un concours de circonstances. C'est formidable. C'est plutôt une grâce de pouvoir dire que ta volonté soit faite. C'est une grâce d'État? C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce d'État aussi. Alors Daniel, Mémoire d'un fou. Quand tu m'as annoncé que tu avais un autre livre, et quand je l'ai reçu et j'ai vu le titre, déjà le titre m'a, je ne vais pas dire choqué, mais m'a frappé. Mémoire d'un fou. Qu'est-ce qui arrive à Daniel? Qu'est-ce qui se passe? Et après avoir lu derrière, à l'arrière du livre, l'histoire, le synopsis si tu veux, et j'ai trouvé ça superbement original, très très original. C'est beaucoup de créativité. Alors, parle-nous de ce processus. Pourquoi, ça semble une question tout à fait stupide, mais pourquoi ce livre? D'où est sortie cette inspiration? Ben écoute, d'abord et avant tout parce que, comme beaucoup de personnes en Haïti, dans le monde en général, il arrive des moments où je me demande, mais est-ce que je suis bien dans ma tête ou bien ce sont les autres qui sont fous? Ouh, ça sont questions me poser tête mais chaque jour. Chaque jour. Donc, ouais, mon conduit dans la rue, il n'y a pas agi dans une série de raisonnement, ça y est normal. Normal, c'est pas normal. Donc, plusieurs fois, je me suis retrouvé comme dans une pièce surréaliste, c'est-à-dire en sortant de moi-même pour regarder tout ça et me dire, mais finalement, je suis ou fou ou un extraterrestre, mais je n'y comprends absolument plus rien. Et on n'est pas seul, on n'est pas seul. Et donc, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai commencé à fouiller dans l'histoire pour essayer de comprendre. C'est 20 ans de recherche, ce livre? 20 ans de recherche et 3 ans et demi d'écriture. Waouh. Et donc je suis rentré dans l'histoire du pays pour essayer de comprendre pourquoi nous étions 500 ans plus tard, c'est-à-dire depuis, un peu plus de 500 ans, 530 ans plus tard, l'entité la plus chaotique de l'hémisphère occidental. Et là, parce que je suis certain que nous sommes arrivés ici parce que nous avons fait certains choix. Mm-hmm. Et j'ai voulu vraiment avoir le cœur net de ce qu'avaient été ces choix. Et donc, je me suis servi de ce prétexte où un fou qui est dans un asile, qui ne parle à personne, est interrogé par une psychiatre en herbe. Et une mambo, un prêtre. Alors, elle commence à l'amadouer parce qu'il ne parle à personne. Il est à Maskelyne, qui est un asile qui existe, petit asile qui est dans la cour, l'hôpital général, là, c'est là qu'il est. Et finalement, elle arrive à l'amadouer et il est d'accord, après plusieurs sessions, de commencer à parler. Daniel, encore une fois, à tout de suite. Mémoire d'un fou. L'auteur de ce livre est avec nous ce soir, Daniel Girard-Rouzier. Et
Parle-nous de ce livre, rappelle-nous l'histoire. De quoi il s'agit? C'est l'histoire d'un fou qui est dans un asile psychiatrique et qui est amadoué par une psychiatre en herbe qui essaye de comprendre ce qu'il fait là. Amadoué ou interrogé? Amadoué d'abord, parce que M. Pavlé parle à la personne. Ah, d'accord. Donc, après quelques sessions, il commence à s'ouvrir et lui dit: je vais te raconter mon histoire, mais tu dois attendre toute mon histoire, tu dois avoir entendu toute l'histoire avant de passer un diagnostic. Et elle lui dit qu'elle est d'accord, il commence à parler. M. dit: me débarquer dans le pays avec Christophe Colomb. Les yeux de la femme s'ouvrent. Et il lui dit: ben vous voyez, vous auriez dû attendre quand même. Ça fait 2 secondes que vous m'avez dit que vous étiez d'accord. Et il commence à raconter une histoire vraiment cohérente. Et elle commence à se poser toutes sortes de questions. Mais qu'est-ce que ce type fout là? Et elle décide d'inviter sa marraine, qui est une mambo, à venir écouter le témoignage de cet homme. Et il se trouve que son parrain est un prêtre catholique. Donc de Caribe-en-Silla, une psychiatre en herbe, une mambo et un prêtre catholique sont en train d'entendre quelqu'un qui raconte l'histoire d'Haïti, un fou. Un fou entre guillemets, hein, parce qu'à la fin du livre, il faut se demander, est-ce qu'il est vraiment fou? Ou bien est-ce que... ou les autres le sont. Ou est-ce que les autres le sont? La question que nous nous posons très souvent. Est-ce que les lecteurs le sont? Donc finalement c'est ça, c'est l'histoire, c'est une histoire, il y a une histoire d'amour, l'amour d'un homme pour son pays d'abord, l'amour je vais vous raconter toute la trame du récit, mais d'un homme pour une femme, et de la femme pour son pays aussi, et comment ils arrivent ensemble à redonner de la dignité à un laissé pour compte qui finalement arrive à s'exprimer et se métamorphose en une autre personne, parce qu'il a retrouvé sa dignité. Mémoire d'un fou. Daniel Rouzier s'est invité nous à Souéa. C'est un écrivain haïtien, son homme d'affaires, qui écrit 4 livres avant ce dernier, Mémoire d'un fou. Et m'a fait nous connaître que pral gen une vente signature le 19 octobre à Miami. Le livre est en français, mais bientôt, apparemment, pral gen une version en anglais. Pral gen une version en anglais et m'attend un monde qui a traduit pour moi en créole, mais qui m'a dit de m'attendre parce que le travail déjà. Et donc, m'a fini ça a fini, m'a une version anglaise, m'espère d'ici fin d'année, et puis la version créole tout de suite après. Alors, on paraît mais catégoriser livre, mais c'est un livre historique parce que apparemment les faits historiques sont réels. Et en même temps, tu me parles de cette histoire d'amour, non seulement pour son pays, mais entre hommes et femmes. Donc, tu le mettrais dans quelle catégorie? C'est un roman, c'est un livre historique? C'est un roman historique et qui fait référence à des faits historiques avérés, donc cités par des historiens de renom. Donc, si me dit on bagaille sous l'histoire d'Haïti, gagné ça américain en footnote, mais son livre qui gagne 430 pages, mais qui gagne 631 références bibliographiques. Donc, par exemple, est-ce que nous connaissons que Dessalines avec Toussaint pas entendu du tout et que Toussaint est flanqué Dessalines dans la prison? Wow. C'est dans la recherche. Donc on parle dire des bagailles que vraiment qui pas très courant, que monde qui connaît l'histoire d'Haïti classique là pas connaît. Ou bien des révélations pour les gens qui n'ont pas fait des recherches approfondies dans l'histoire d'Haïti, est-ce que c'est ça? Mais en réalité, 20 ans de recherche, c'est quand même... C'est quand même 20 ans de recherche, mais ce ne sont pas 20 ans de recherche dans des archives terriblement difficiles à consulter. Il m'a parlé de 20 ans de recherche. Mais il faut le faire, il fallait quelqu'un pour le faire. Il fallait quelqu'un pour le faire, certainement, mais je parle de faits qui sont rapportés par Madiou, qui sont rapportés par Jean Price-Mas, qui sont rapportés par Placide David, qui sont rapportés par Roger Gaillard, mais toute une série de faits historiques. Et puis on a posé une question, mais comment se fait-il que nous pas contre ça? Mais là, on vient de mettre tout fait ça, une après l'autre, et qu'on va raconter l'histoire, ou vient peut-être comprendre l'histoire là un peu mieux. Maintenant, c'est une histoire qui est écrite dans le sang. L'histoire d'Haïti est violente. Ouais. Pour pouvoir l'adoucir,
je l'ai mise dans un contexte d'un roman, dans le contexte presque d'une déclaration d'amour d'un homme pour son pays. Et ensuite, une analyse de cette histoire à la lueur des croyances religieuses des uns et des autres. Donc, on ne peut pas comprendre ça qui arrive dans le pays depuis 500 ans, si on ne peut pas comprendre le rôle de l'Église catholique dans le pays, si on ne peut pas comprendre le rôle vaudou dans le pays, si on ne peut pas comprendre le rôle de l'Église catholique dans l'établissement d'esclavage dans le pays. Si on ne peut pas comprendre tout, qui ça une série de prêtres faits pour être gourmets à côté, beaucoup de monde, pour être jeté le système esclavagiste là. On ne peut pas comprendre le pays, si on ne peut pas comprendre la société secrète vaudou. Si on ne peut pas comprendre on fait recherche avec Jean Paul. Donc on fait recherche dans ce sens-là tout. On fait recherche dans ce sens-là et c'est pour ça que pendant que mon fou a raconté l'histoire là, il y a un prêtre catholique avec un mambo et un jeune monde qui a essayé de contextualiser ça, monsieur Abdir. Donc nous un livre là nous en 2010 et monsieur a parlé de 1492 jusqu'à 2010. Donc je vais expliquer, mais qui s'est fait dans le pays. Mais des faits vraiment inédits, des faits que l'on a oubliés, Dieu va l'ouvrir. Alors, pas de raconter les faits, mais tellement qu'un fait inédit, me suis posé dans l'histoire d'Haïti, qui est-ce qu'on choisit particulièrement? Est-ce que, ou été, évidemment, tu parles de 500 ans, le nègre l'a raconté, donc il prend un gros parti, mais sous qui monde, sous qui héros, sous qui personnage ou passé dans 500 ans ça? Pratiquement sous toutes. Nous parlons de Anacaona, nous parlons de... Oh, depuis Anacaona là dans le tout? Kaonabo. Ouais, c'est vrai, 500 ans là. Débarqué en 1492. Ouais, c'est ça. Maintenant, qui est la Cassas dans l'établi esclavage? Est-ce que c'est vrai que c'est monsieur qui a établi l'esclavage? C'était un prêtre. Qui s'est fait? Mes conversations, ça, c'est un mambo qui a fait avec mon père, avec mon fou. Maintenant, quel est le rôle de Toussaint Louverture? Qui ça Toussaint Louverture? Comment Toussaint Louverture fait arriver côté Toussaint Louverture? Qui ça Dessalines fait pour arriver côté là? Pour qui ça a tué Dessalines? Côté a fait préjugé de couleur là sorti. Est-ce que répartition richesse ça, qu'est-ce qui était décidé? Est-ce qu'on décide d'une répartition de richesse? Ah oui, c'est un plan. C'est un plan. Il a décidé qu'on ait comment on va le répartir. Et dans quelle époque il a commencé? Après 1804? Après l'indépendance. C'est ça. Mais maintenant, avec, bien entendu, une partie affranchie qui avait des longueurs d'avance sur les Noirs qui venaient d'être libérés, parce qu'ils ont, eux... étaient avantagés... bien avant, parce qu'ils étaient voués à l'école en France, etc. Ils étaient déjà propriétaires du quart de la propriété foncière du pays. Donc, comment ça a fait? Et comment se fait-il que nous avons signé une catastrophe ça avec Français sous Boyer? Qu'est-ce que ça nous a coûté vraiment? Quel retard avons-nous pris à cause d'un acte aussi désinvolte d'un monde qui ne vraiment pas comprend rien dans cette affaire? Ouais. Et maintenant, quel a été le rôle est-ce qu'on peut comprendre le pays, si on ne peut pas comprendre la différence qui existait entre un créole avec un bossal? Créole là, c'est un qui fait dans la colonie, bossal là, c'est une qui fait venir. Et créole là, parce que les fait dans l'esclavage, les bien plus apte à accepter les conditions d'esclavage, parce qu'il va qu'on a un autre. Donc c'est lui-même qui n'était pas le fournier, c'est lui-même qui était travail domestique, qui était apprendre violon, mais il n'a pas quitté personne là-dedans, apprendre ni lire ni écrit. Mais l'autre là lui-même qui a capturé en Afrique, il a venu la guerre là, et monsieur pas voulu accepter. Monsieur, premier ça le fait, c'est que c'est marron col. La plupart des marrons étaient bossales. Il y a 2-3 créoles qui jetaient tout, mais la plupart des marrons étaient bossales. Maintenant, pourquoi cette dichotomie? Pourquoi l'armée coloniale de Toussaint Louverture s'est battue contre les bossales pour ramener sous plantation? Pour que ça Dessalines continue, mais ça après l'indépendance? Pour que ça, avant que le push final, l'apothéose du 18 novembre 1803, avant qu'elle arrive, pour qu'il s'en ait éliminé tout chef bossal honnête, la modérance, le cacapoule, sans souci, tout le monde s'est mourir pour qui ça? Donc, il faut que nous soyons capables de trame ça qui mène là, pour nous capables de comprendre l'exclusion et tout. Alors,
pas demander fin un livre là, mais est-ce que ou nous yon pas même mot explication, mais est-ce qu'au nous yon en conclusion, ou bien c'est à travers le livre que nous comprenons le message qu'on voulait passer, hein, ou c'est à la fin que nous joignons un bagage choc qui pourrait faire nous réfléchir? Bon, m'espérer que le livre-là fait nous réfléchir. Non, mais est-ce que c'est dans la fin que nous joignons? Dans tout le livre. C'est en le lisant? En le lisant. Tu as compris la question? Je crois avoir compris la question. Si je réponds mal, tu me diras, mais sincèrement, c'est un livre qui présente un scénario et qui dit voilà comment, de 1492, voilà comment nous avons évolué de 1492 à 2010. Donc c'est pas un livre d'analyse en fait, c'est juste tu rapportes les faits ou alors on peut sentir ton opinion à travers les faits. Bien sûr qu'il y a mon opinion à travers les faits. D'accord. Donc c'est une analyse en fait. Mais je fais attention de ne pas t'imposer, de ne pas m'imposer, de ne pas conclure trop vite et de permettre aux uns et aux autres de se faire une idée. Parce qu'en fin de compte, j'ai certainement des convictions qui sont arrêtées. Ah, c'est clair. Mais ces convictions sont clairement élicitées, par exemple, dans l'avant-propos. Mais tout le reste, c'est une histoire. Bien entendu, il y a des réflexions. Gon moun fou qui a discuté en mambo avec un prêtre catholique, avec une jeune fille qui c'est un médecin. Mais je suis de temps en temps un prêtre, de temps en temps fou, de temps en temps mambo. Donc mes idées passent. Mais il y a une discussion, il y a des désaccords. Et ces désaccords sont des désaccords qui existent à l'intérieur de moi-même. Il y a des questions que je me pose comme pas de réponse. Donc, mais c'est je vois des réponses sur pendant ma pécule. Alors, ma PC, imaginez Daniel Rouzier qui se mettrait à la place non mambo pour capable parler avec mon nom, avec ta grande foi catholique, qui gens qui ont réussi. Évidemment, l'auteur, ma mère était elle aussi très très croyante et très catholique, mais dans ses écrits, elle arrivait à se transporter, à être ce personnage qu'elle créait. Est-ce que ça a été facile pour toi? Plutôt facile pour moi, oui, parce que là où je suis né, à Bois-Mouquette, c'était un milieu rural. Et mes premiers amis ont été des paysans. Donc, j'étais dans le rack là avec eux et j'étais des cérémonies vaudou, j'étais dans Serrara. Tu étais qui toi dans Serrara avec. Waouh! Bon, le fait est que. Donc, je parle d'un vécu. D'accord. Maintenant, ce vécu ne fait pas de moi un moindre catholique. Je peux avoir une culture vaudou, l'homme temps des tambours battent comme ou sent-il, l'homme temps des vaccins, moi sent-il, mais je suis capable de continuer à croire que Jésus-Christ est sauveur. Je suis capable de croire que Jésus-Christ c'est l'incarnation de l'amour et que cet amour existe dans toutes les religions monothéistes, toutes. Ce n'est pas un monopole du catholicisme ou même des religions chrétiennes. Cet amour existe dans tout ce que tu peux trouver de musulmans. Et Dieu existe, dans toutes les religions, quoi. Dans toutes les religions. Et donc, dans ce contexte, j'arrive très facilement, après avoir bien entendu fait des recherches, puisque j'essaye d'expliquer ce qu'est une société secrète. Donc, m'obliger à demander des mondes qui comptent qui savent que société secrète là. Et donc, j'ai pu parler à des mambos, j'ai parlé à des vaudouisants, des initiés, pour qu'ils m'expliquent et que je puisse comprendre et que j'arrive à faire le lien entre leurs actes et leur foi. Est-ce que tu penses que c'est un livre facile à lire, qui est à la portée de tous? Ou il faut quand même être un intellectuel pour le comprendre et savoir lire entre les lignes? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit... Enfin, mais ma voix est beaucoup il n'est pas hermétique, quoi. Je ne crois pas qu'il soit hermétique. Ceux qui l'ont lu jusqu'ici me disent qu'ils l'ont aimé. C'est un livre qui est difficile à lire parce qu'il raconte une histoire difficile. Donc il n'est pas très facile à lire, mais il n'est pas hermétique quand même. Ce n'est pas un livre hermétique. Je crois qu'il est écrit dans un langage relativement simple, parce que j'essaie en même temps de faire des clins d'œil à tout ce que j'ai aimé comme auteur. Par exemple, René Philoctète, Jacques Roumain, Jacques-Séphane Alexis, mais aussi René Goscinny qui écrit Astérix. Sous compte vraiment, on va voir René Goscinny là. Ah ouais, content. Mais tu vois, et lorsque par exemple tu as aimé les super-héros
de Marvel, mais tu vas trouver Stan Lee là-dedans aussi. Wow. Tu vas trouver Coupé Cloué là-dedans, tu vas trouver Maurice. Donc tu t'es Tito vraiment là-dedans. défoulé dans ce livre-là. Complètement. C'est un livre, tu te sens bien maintenant après l'avoir écrit? Je me sens bien, et bon Dieu m'a fait la grâce de pouvoir le terminer, mais c'est aussi un livre qui, sans être autobiographique, me met pratiquement à nu. Absolument. Si vous voulez qu'on aime, mais moi, Nick ça, on va prendre exactement qui ça me pense. Et est-ce que tu as également un regard critique sur ton œuvre? Le regarder, est-ce qu'on à 100% satisfait? Ou alors tu te dis parfois, ah, t'es doué, mais t'es tel bagaille, et t'es cag et tel bagaille en plus. Comment tu te sens par rapport à ton livre? Je me sens bien parce que je crois avoir écrit ce livre dans les limites de mes compétences. Je ne suis pas allé au-delà de mes compétences. Bien entendu, il y a des gens qui écrivent bien mieux que moi, qui font bien meilleur travail que moi. Mais ça me dégaine dans me dit. Donc j'ai pu le traduire, traduire mes sentiments. Oui, on a compris, c'est ça. Vois. Et donc dans ce contexte, oui, est-ce qu'il aurait pu être mieux écrit, bien sûr. Mais tu n'as aucun regret. Aucun. C'est-à-dire que, ou content tout sordia, ou sens-tu bien, et ce ne sera pas ton dernier livre quand même. Bon, parce que j'ai l'impression que tu as tout dit là-dedans. Quand on t'écoute parler, j'ai dit, bon, Daniel dit toute sale pensée là-dedans. Comme tu dis, c'est une sorte d'autobiographie en bachal. Alors, est-ce que nous aurons d'autres livres? Tu as déjà 4 livres avant, d'un style tout à fait différent. Tout à fait différent. Alors, tu nous cites ces 4 autres livres que tu as écrits? Le premier a été un livre qui s'appelait Vision et Illusion. C'était un essai sur ce qu'Haïti pourrait devenir. Le deuxième a été Le pouvoir des idées. Le pouvoir des idées a été une tentative d'expliquer la pensée économique mondiale comme étant une suite de traités philosophiques. Et donc son livre sur l'économie, pas une formule économique là-dedans. Et le troisième a été Croire, aimer ou espérer. C'est après un drame dans ma famille que je l'ai écrit. Et l'avant-dernier a été Praxis. Praxis, c'était ce que je pensais qui pouvait être fait dans le pays en pile d'informations en 2011. Ouais. Alors Daniel, je te retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Merci. Mémoire d'un fou, dernier ouvrage de Daniel Gérard Rouzier. Et moi, mes couvertures en pile. C'est qui est-ce qui fait le Daniel? C'est mon ami Patrick Villers. Patrick Bam dessin ça il y a plus de 30 ans. Et sans monsieur pas connaître, c'est monsieur qui encourageait me faire roman ça. Et me devait rendre hommage. Parce que je ne suis pas très bien ce jour-ci, donc c'est un hommage à mon ami, mentor Patrick Villers. C'est ça. Est-ce que tu considères ce livre comme une œuvre de maturité par rapport aux autres? Alors, évidemment, le genre était tout à fait différent, mais est-ce que tu sens que c'est ton œuvre principale ou ton œuvre de maturité? Maturité, j'espère. J'ai quand même 63 ans. Voilà, tu les portes bien. Merci. Je pense avoir certainement pu écrire ce que je pensais, ce que je voulais écrire. Donc oui, c'est un livre qui décrit bien la personne que je suis, qui décrit mes aspirations pour ma famille, pour moi-même, pour mon pays. C'est une déclaration d'amour au pays. C'est une déclaration d'amour à mes concitoyens. C'est aussi une œuvre que je voulais avoir achevée avant de partir. Alors avant de partir, ça ne veut pas dire que je mourir à souhait. Par contre, personne ne va mourir, mais je voulais quand même laisser
à ma progéniture, laisser à mes enfants, laisser à mes amis, à mes pères, ce que je pense être la raison de notre déclin, pour qu'au moins, ils soient capables de charpenter puis de discuter de lui. Ou qu'on n'est pas d'accord avec tout ça là-dedans, mais au moins, leur parler, on connaît de qui ça parle. Et là... Donc en fait, c'est un livre de référence aussi. J'espère. C'est un roman de référence. J'aurais aimé qu'il le soit, mais plus que ça, c'est un livre identitaire. C'est un livre pour que mes enfants comprennent ce que ça veut dire d'être un homme ou une femme noire dans ce monde. C'est un livre qui est contre le nationalisme qui est partout dans le monde et qui essaye d'encourager les uns et les autres à plus de patriotisme. Parce que le nationalisme... Il faudrait approfondir là. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais... Le nationalisme, c'est celui qui aime son pays et qui l'aime en faisant abstraction de tous les autres. Le patriotisme, c'est celui qui aime son pays et qui veut l'intégrer dans le monde. Voilà, bien défini. Et donc qui essaye de revendiquer son identité propre. Et ce livre est aussi une balade dans le pays, une balade à Petite-Rivière de l'Artibonite, une balade dans ce que Pétionville était, une balade dans le bas de la ville, une balade sur la cité de l'Exposition. C'est un livre qui parle des beautés d'Haïti en même temps. Des saveurs d'Haïti, des odeurs d'Haïti, de la musique haïtienne. Et je te sens tellement passionné, je trouve ça formidable. De tout ce que nous avons été, de notre football, donc, qui touche vraiment à tout ce que j'ai eu le bonheur d'avoir comme expérience. Tu vois, tu me rends triste brusquement. Parce que tu as parlé tellement des côtés sublimes d'Haïti maintenant, et je pense que quand on pense à la situation maintenant, brusquement je suis un petit peu attristée, mais je pense que c'est important. Je vais lire ce livre avec beaucoup d'intérêt. Alors, rapidement, dédicace à Papa Rousier. Pourquoi pas Maman Rousier aussi? Mais si vous regardez bien, vous voyez que c'est un livre qui parle beaucoup des matriarches. Et si vous connaissez maman, moi, je besoin de maman là. Ah, d'accord. Très bien, je vais la reconnaître. Je ne parler de papa là. Et quand je te vois, j'ai envie de parler de religion, de politique, d'histoire, de business, un peu de tout. Donc, on se revoit très bientôt. J'espère. Je te remercie beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir été avec toi, Elisabeth. Et ce n'est que partie remise. J'espère que lorsque le livre sortira en anglais, qu'on aura l'occasion de le présenter en anglais à ton auditoire. Alors pour le moment, où on peut le trouver? Question importante. Il est sur Amazon. Amazon. Et il y aura une vente signature le 19 octobre à North Miami Beach Library de 6h à 9h. Et là, je vais tenter de faire venir toutes sortes de saveurs haïtiennes que nous n'avons pas goûtées depuis longtemps, douce Marcos, bonbon cigou. Alors de vrai, oui. Que ma PC fait venir, par exemple, moi commandé un douce Marcos qui a venu par la mer, donc je suis quitter le vini loin. Donc ma pour retourner à Haïti, je vais chercher tout ça, puis je vais retourner avec eux là, et j'espère pouvoir le servir à tous ceux qui seront là le 19 octobre à North Miami Beach Library de 6h à 9h du soir. Mais tu reviens de toute façon pour parler à nos autres journalistes sur Alan TV pour la promotion de cet événement. À ne pas rater. Merci beaucoup. Merci Daniel, à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Mémoire d'un fou, un livre qui doit être lu. Enfin, je le pense, d'après les propos de l'auteur. Je vous tiendrai au courant. Rendez-vous semaine prochaine, même heure. Bonsoir. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV.